Dans cet épisode, on va mettre en application tout ce qu'on a appris jusque-là pour pouvoir commencer notre premier bout de code personnel. Donc là, l'objectif de cet épisode, ça va être de créer un bouton ajouter au panier dans notre page produit. Cette petite demande, elle a été faite par Isabelle sur le groupe, donc Isabelle, on te remercie pour la demande, et du coup, on va créer cet épisode exprès pour elle et pour vous, qui va nous permettre de mettre en place toutes les choses qu'on a apprises jusque-là, et de revoir et de comprendre pourquoi on a vu autant de théories et autant de choses. Donc pour ce faire, on travaille évidemment sur le back-office de la boutique qu'on a créé pour les tutos et pour la chaîne. On va travailler également sur le template de base qui est fourni par Shopify, qu'on a modifié en ajoutant un produit pour faire nos tests. Et on va directement aller chercher les informations et l'endroit dans le online store. Donc on commence. Tout simplement, on va travailler, évidemment, ça je reviens pas dessus, vous l'avez vu dans les épisodes précédents, on va travailler sur la copie qu'on a faite de notre template pour protéger notre boutique en ligne, et on va éditer le code. Donc ça, c'est pareil, on sait très bien comment trouver notre page, puisqu'on l'a vu dans les épisodes précédents, donc on sait déjà que notre page pour ce template-là, c'est la product template. Voilà, donc là, petite pause. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de faire ou où on en est, c'est que vous n'avez pas suivi ou vous n'avez pas compris les épisodes précédents. C'est pas grave, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à venir nous poser des questions sur le groupe Facebook, dont l'adresse est dans la description. On l'a créé exprès pour vous aider, donc pour pouvoir échanger, communiquer et parler avec vous. Donc n'hésitez pas à passer par là. Si vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, sachez que vous allez être complètement lourdé. Et vous allez paniquer parce qu'il y a beaucoup trop de code. Là par exemple, si vous découvrez que c'est la première fois que vous regardez cette vidéo-là, arrêtez tout de suite. Là, rien que de voir tout ce code-là, ça va vous filer le vertige et vous allez vous demander ce que vous foutez là. Donc, arrêtez et commencez plutôt directement par les premiers épisodes et dans l'ordre. Il y en a que 3 ou 4 à suivre. Ça dure à peu près 10 minutes. Donc en une demi-heure, vous aurez emmagasiné assez d'informations pour ne pas être perdu ici et pour ne pas être perdu en train dans ce qu'on est en train de faire. Donc là, on en revient à notre code, on a compris, on a appris comment utiliser dans ce template-là, qui est fourni par Shopify, à trouver notre page produit. Donc là, on est dans la page produit, on va aller identifier l'endroit où on veut rajouter notre bouton. Donc là, tout simplement, je vais aller sur la boutique, dans la page produit, je vais descendre en bas de ma page, et mon objectif, ça va être d'ajouter mon bouton ici. Alors, pourquoi ajouter un bouton au panier ajout au panier, pardon. Un bouton add to cart. C'est que tout simplement, les gens, par exemple, sur le mobile, quand le bouton, sur la majorité des templates, vous l'avez peut-être déjà détecté ou vu ce problème-là, c'est que les boutons, il y en a tout le temps qu'un, et il est tout le temps soit tout en haut, soit tout en bas. Ce qui fait que les gens qui sont sur le mobile, s'ils sont tout en bas parce qu'ils ont lu la description, les commentaires, les revues, etc., enfin les revues, comment on dit ça, les commentaires des clients, les commentaires utilisateurs, les reviews, désolé, je trouve plus le terme en français. Bref, s'ils ont lu la totalité des contenus, ils arrivent à un endroit où ils sont tout en bas de la page, et pour cliquer sur l'ajout au panier pour acheter enfin ce produit parce qu'ils ont été convaincus, il faudrait qu'ils remontent tout en haut de la page pour aller cliquer sur le bouton ajout au panier. Et vice versa, si le bouton est tout en bas, les gens doivent descendre tout en bas sur le mobile entre les photos, les autres photos, le texte, les commentaires, les reviews et tout ça, pour aller ajouter le produit. À un moment, les gars, on fait du marketing, on fait de la vente, c'est pas à nos clients de chercher les boutons, c'est à nous de lui proposer l'achat. Donc il faut que le marketing soit bien fait, que le bouton soit présent partout. On verra même dans des épisodes prochains, comment avoir un bouton qui soit affiché en constance. Partout, que vous soyez en haut, en bas ou au milieu, que votre bouton soit là. Donc ça on le fera, ce sera une des applications qu'on pourra commencer à créer ensemble, mais là aujourd'hui on fait juste l'ajout d'un bouton. Donc on veut ajouter un bouton en bas. Donc mon idée, on l'a vu en HTML, ce sont des blocs et des containers, donc je veux que mon bouton se retrouve après ce gros bloc qui comprend tous les éléments qu'on a vus en haut. Donc pour le déceler, je vais prendre mon outil, hop, et je vais aller sélectionner le bloc qui comprend tous ces éléments-là, pour me placer à la fin de ce bloc. Donc si je le survole, je viens de le cliquer, c'est celui-là, on voit qu'il s'est mis en surgras ou en bleu, enfin bref, il est en bleu. Vous voyez au niveau des éléments, là quand je le survole, il est bien en bleu, donc je sais que je suis dans le bon. Pour l'identifier, je vais me servir de l'attribut, c'est-à-dire sa classe, l'attribut classe, et je vais prendre le nom de sa classe. Donc là, je vais sélectionner avec ma souris le nom de la classe, clic droit, copier, ou CTRL-C pour les raccourcis clavier. Je vais aller dans ma boutique, dans ma page produit, je vais faire une petite recherche, CTRL-F, et je vais coller le nom de ma classe. Et hop, magie de chez magie,
on retrouve le bloc, l'objet, qui est une div en l'occurrence, c'est ce bloc-là qu'on a choisi dans notre template sur la boutique. Donc, logiquement, comme je veux placer mon bout de code, je vais fermer mon petit truc de recherche qui prend de la place, comme on a identifié notre bloc, je veux ajouter mon code à la fin de ce bloc, donc mon bouton à la fin de ce bloc. Donc comment on fait pour trouver la fin du bloc? Soit on la cherche comme un âne dans le code, ce qui est bourrin et chiant, soit tout simplement on le fait comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on fait une sélection de l'élément dans Shopify, dans l'explorateur, en positionnant notre curseur de souris. Donc ma souris là qui bouge, je la mets au tout début, hop, ça devient orange, donc il me dit là j'ai trouvé un objet, un container. Si je descends, il va m'afficher en orange, normalement, en orange, la fermeture de ce container. Donc on va descendre, et bingo, on voit la fermeture. Donc mon bloc, il va bien d'ici jusqu'à, je sais pas pourquoi je m'emmerde à le chercher, mais bref, il fait la totalité on va le rechercher, voilà. Admettons qu'on s'est perdu, pas de panique, CTRL F, tiens, et CTRL V, et je retourne à mon bloc. Donc de la ligne 104 jusqu'à la ligne 198, donc les numéros de ligne sont ici, hein, ils sont indiqués, 104, donc vous voyez, je vais remonter, mon bloc, il fait, tac, 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 voilà, il fait cette taille-là. Donc forcément, ce bloc-là qu'on a vu, hein, qui se bloque ici, avec tous les éléments du titre, du prix, etc., je veux me placer après, donc je vais à la fin de ce bloc, et je vais pouvoir mettre mon bouton ici. Donc là, je vais créer des espaces pour pouvoir identifier tout simplement l'endroit où je vais faire modification. Donc moi, en général, je crée plusieurs espaces, comme ça, visuellement, c'est plus simple de s'y retrouver. Et surtout, premier conseil hyper important, je vais rajouter un commentaire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais on va le faire d'abord. D'abord, j'ajoute un commentaire. Un commentaire, qu'est-ce que c'est? C'est un objet dans lequel il va y avoir des contenus, c'est-à-dire le texte que je vais taper. Donc, un container qui est une balise commentaire. Donc en gros, cet objet est un container qui est une balise commentaire. Donc j'ouvre ma balise, comme je sais le faire, point d'exclamation, tiret, tiret, ma balise est ouverte. Donc là, j'ai mon objet commentaire. Pour le fermer, c'est l'inverse, tiret, tiret, donc je referme et je ferme le sigle. Voilà, donc tout ce qui va se trouver entre ces deux balises, ouverture, fermeture, tout ce qui va se trouver ici, ça sera mis en commentaire, donc vous voyez que c'est d'une couleur, peut-être que je peux zoomer, voilà, je peux zoomer un petit peu, c'est d'une couleur un peu orange. Hop, donc si vous avez des problèmes de vue, des trucs comme ça, pour zoomer, c'est très simple, hein. CTRL, la touche du clavier CTRL, tout en bas à gauche du clavier, et avec la molette de la souris, je monte, je zoome, je descends, je dézoome. Et vous voyez l'indicateur en haut, donc là vous le voyez pas très bien, parce que moi ma limite de fenêtre est là, mais en haut il y a un indicateur qui vous dit le pourcentage. Donc là je me suis mis à 100%, je suis revenu à la normale. Petite astuce. Donc là je vais mettre mon commentaire, et mon commentaire, moi, j'ai une façon de faire qui est assez simple, je mets toujours mon prénom. Si on est plusieurs à travailler, on sait jamais. Antoine, et j'indique ce que je fais. Ajout, bouton, acheter ou ajouter au panier, avec un petit raccourci, add to cart, add tc. Voilà. Donc là, j'ai mis un commentaire, et je vais fermer en plus mon commentaire, puisque je vais rajouter une deuxième ligne de commentaire pour fermer l'endroit où j'aurais fait les modifications. Donc pourquoi on fait ça? C'est très très simple, je vais fermer d'abord, donc pareil, j'ouvre ma balise, hop, ma balise commentaire est ouverte, et ici je vais mettre fin de code ou ce que vous voulez. Nous en général on met un iOS, c'est-à-dire end of script. Bon, ça paraît un peu pompeux, mais c'est juste une habitude de développeur de mettre des EOS. Et en fin de compte, tout ce que je vais faire comme modification, je vais le mettre ici. Tout ça, machin, toutes les lignes que j'ai modifiées ou créées, je vais les mettre entre mes deux commentaires. Alors pourquoi on fait ça? Je vais enregistrer. Ça c'est un petit conseil aussi, petite astuce, dès que vous faites quelque chose, vous enregistrez. Si jamais vous avez une coupure de courant, un plantage, ou vous fermez la fenêtre sans faire exprès, vous avez enregistré que vous n'avez pas perdu toutes vos modifications. Ça, il n'y a rien de pire au monde, enfin s'il y a des choses pires, mais pour un développeur, ce qu'il y a de pire, je pense peut-être, à part les bugs, c'est d'avoir un travail sur lequel on bosse depuis plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines ou années, et de tout perdre. Je sais pas si vous concevez, ça fait 2 heures que vous faites votre code, bon là en l'occurrence on va le faire en 5-10 minutes, mais imaginez que ça fait longtemps que vous faites votre code, si vous perdez tout, il y a de moyens de s'arracher les cheveux. Bref, pourquoi on a fait ça? C'est tout simplement pour identifier l'emplacement de nos modifications.
Donc à quoi ça sert? Admettons, je ferme tout. Imaginons, on est 1 mois dans le futur. Donc je me souviens, j'avais rajouté un bouton Add to Cart. Sauf que mon bouton Add to Cart, je veux le modifier parce que je voudrais qu'il soit ailleurs, ou je voudrais qu'il y ait une autre couleur, ou n'importe quoi, ou changer le terme. Comment je fais pour me souvenir où je l'ai fait? Bon, je me souviens que c'est dans la page produit, donc on sait comment identifier les pages et où les retrouver. Donc je vais aller dans ma page produit. Mais là, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je relise tout le code? Vous voyez la barbarie de tout? Aujourd'hui, vous commencez à contrôler plusieurs choses du code, mais enfin c'est compliqué, et là je le retrouve. Imaginez que la page fasse 5000 lignes de code. Ce serait impossible. Ou ce serait trop long, ou trop dur, ou trop chiant. Donc là, tout simplement, CTRL F, je refais une recherche, et je vais faire une recherche sur ce que j'ai modifié. Je sais que j'avais bossé sur le bouton Add to Cart, donc sur le panier, ou sur la page produit, donc je sais que si je fais une recherche sur mon prénom, bim, directement, il m'a emmené à l'endroit où j'ai fait modification. Je remonte tout en haut, si j'avais pas mis mon prénom mais autre chose, j'avais mis par exemple Add to Cart, ATC, je fais ma recherche sur ATC, et voilà. En une seconde, je retrouve l'endroit que j'avais modifié, et je peux resupprimer, remodifier, reformer ou reformater mon code. Cette astuce-là, elle est vraiment importante, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc là, on va commencer clairement notre code. On a vu dans l'épisode précédent un objet de publication, un échange avec la boutique, ça se fait via un formulaire. Donc on sait que là, on veut avoir une action d'échange avec le serveur, donc avec la boutique, où on va ajouter un produit quand le client va cliquer sur le bouton, et ce produit va s'ajouter au panier. Donc tout ça, on sait déjà, puisqu'on l'a vu dans l'épisode juste avant, les échanges vont faire via un formulaire. Donc je vais créer mon formulaire à travers sa balise, forme. Je vais y ajouter des attributs. On est dans un objet conteneur, donc je referme l'ouverture de mon objet, et évidemment, il faut que je ferme mon objet, donc je ferme la balise. Voilà, donc ça se fait, je vais le refaire quand même pour vous expliquer, parce que ça a peut-être été un petit peu vite. Donc là, j'ai ouvert ma balise forme. Plus tard, juste après, je vais y mettre ces attributs. Mais il faut que mon conteneur, donc mon formulaire qui va contenir mon bouton et mes informations, mes data, il faut que je le ferme. Donc on sait qu'on a vu, balise conteneur ouverte doit être fermée. Donc pour le fermer, je ferme ma balise en rajoutant, comme on l'a vu, sigle, symbole inférieur à, et je rajoute une barre oblique pour fermer, ça on l'a vu dans la gestion du HTML, sauf que Shopify va le faire pour moi, puisqu'il sait que là, il attend une fermeture de balise. Donc là, dès que je vais mettre la barre oblique, le slash, vous allez voir, ça va se fermer tout seul. Voilà. Donc on a bien en surlignage orange, ouverture d'un forme, fermeture d'un forme. Donc là, mon objet, il a été ouvert, il a été fermé. Donc ici, à l'intérieur, je vais pouvoir ajouter tous les composants, les éléments de mon formulaire. Mais avant ça, je vais y ajouter les fameux attributs qu'on a vus dans l'épisode précédent. Donc les attributs, on a évidemment la méthode d'envoi, on a l'action, qu'est-ce qui va se passer quand je vais publier mon formulaire, et on peut avoir par exemple une classe qu'on va rajouter. La classe, c'est assez facile, c'est toujours les mêmes pour les formulaires, c'est product-form. Ça, c'est du template du classique sur Shopify. La méthode, on est dans de l'envoi d'informations, donc dans la publication du formulaire, donc publication, post. Et l'action, on sait qu'on va travailler sur l'ajout au panier, donc je vais rester sur mon adresse. Et je vais aller travailler dans mon panier sur la page ajouter. Donc panier add, donc carte add en anglais. J'enregistre ce que j'ai fait, et voilà, en quelques secondes, je viens de cliquer un formulaire qui va me permettre d'envoyer des datas, donc des informations, à savoir un produit, au serveur, pour pouvoir ajouter automatiquement ce produit en cliquant sur le bouton. Donc là voilà, en quelques secondes, on a créé un formulaire HTML qui va nous permettre de faire le traitement du code et l'échange avec le serveur. Donc une fois qu'on a créé notre container, on va y ajouter les éléments qui le composent. Donc là en l'occurrence, on va ajouter un premier élément. Donc une petite aparté, c'est que dans les formulaires, les éléments qui composent les formulaires sont quasiment toujours des inputs. Les inputs, ce sont des champs
qu'on va spécifier. Un champ qui est un bouton, un champ qui est du texte, un champ qui est une recherche, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, on va agrémenter notre code et on va ajouter un champ qui va être un champ caché, puisqu'il concerne une information qu'on veut transmettre à la boutique, donc au serveur, mais qu'on n'a pas besoin de transmettre aux visiteurs ou à notre client. Donc là, on va donc créer une balise input. Nous ne sommes pas dans un container, mais dans un élément. Un bouton, c'est pas un container, ça ne contient rien. Un champ de texte, ça ne contient rien. Donc là, on est dans un élément de type égal hidden, qui veut dire caché en anglais, dans lequel on va mettre un attribut nom pour pouvoir l'identifier. On sait que c'est l'ID du produit, donc l'ID, l'identifiant du produit, et on va lui donner une valeur. Et là, on va fermer notre élément, donc on va fermer la balise ouverte, puisqu'on n'est pas dans un container, on va donc faire slash par oblique et fermer. Voilà, donc là, si on ne ferme pas notre élément, on voit bien qu'il y a des alertes puisqu'il y a des choses qui se mettent en rouge. En gros, la page nous dit, quand votre page vous met du rouge, c'est pas bon. Donc là, la page vous met du rouge en disant, il y a un problème, il y a une balise qui est ouverte, elle n'est pas fermée. Donc là, je la ferme, comme c'est un élément, j'ai pas besoin de fermer comme pour un formulaire qui est un container, il va contenir des choses. Là, mon input, mon bouton par exemple, il ne va rien contenir. Il n'y aura pas des éléments dans mon élément. Donc c'est un élément simple, comme on l'a vu dans l'épisode sur le HTML, on le ferme avec une barre oblique. Et sa valeur, ça va être l'identifiant du produit de la page dans laquelle on est. Donc ça, je vais pas m'éterniser sur ce code-là puisqu'on le verra dans les épisodes prochains. Mais en gros, Shopify nous donne la valeur directement qu'on recherche par ce petit bout de code. Donc product.variance.first.id. Donc je m'attarde pas de panique sur ce code-là, vous aurez juste à le copier-coller ou à le taper, mais vous n'avez pas besoin de savoir son fonctionnement, on le verra plus tard. Là, ce serait vous rajouter des informations qui ne sont pas utiles à l'heure actuelle. Juste, je vais vous expliquer en quelques secondes qu'est-ce que c'est. En gros, nous sommes dans la page du produit. Donc toutes les informations, comme tiens par exemple ici, la description du produit, on va aller la chercher directement dans la boutique par le biais des informations que nous fournit la boutique. Donc en l'occurrence, ce sont des métaphores, hein, ça peut... S'il y a des développeurs qui regardent cette vidéo, là, ils vont saigner du nez, mais globalement, c'est pour la compréhension, pour les débutants. Pour ceux qui comprennent pas, mais qui veulent comprendre, c'est que la valeur du groupement, on va appeler ça un groupement produit, comprend toutes les informations relatives au produit. Son titre, son prix, sa description, ses images, etc., etc. On les retrouve dans un élément global qu'on va appeler produit, ou product, et on les appelle par leur intitulé. Donc là, en l'occurrence, on va rajouter la valeur de notre champ de cachet, on veut que ce soit l'idée du produit. Donc en gros, on dit que quand quelqu'un va cliquer sur le bouton « Ajouter au panier », on va publier le formulaire, et ce formulaire va envoyer la data, donc la donnée, qui est cachée, puisqu'on l'a mis en hidden, qui est l'idée, donc l'idée du produit qu'on veut ajouter, et cette idée du produit, on va le trouver en allant chercher dans produit, la liste des variantes, la toute première, et l'idée de cette toute première variante. Donc là, on a ajouté la data qu'il nous fallait. On va ensuite ajouter un champ input, qui va être de type... on va prendre un type, je réfléchis en même temps, on va pas prendre un type bouton, on va prendre un type submit. Alors je vous explique. On aurait pu prendre un type bouton, mais le bouton, il va falloir lui spécifier plus tard le fonctionnement du bouton. Si on rajoute un type bouton, il va falloir qu'on lui dise qu'est-ce qui se passe quand on clique sur le bouton. Que là, en l'occurrence, on veut juste qu'il y ait une publication du formulaire et que ça envoie les données à la boutique. Donc là, on utilise le type submit, qui veut dire en fait en anglais soumettre. Donc en gros, quand on va cliquer sur ce bouton qui est de type submit, l'action va être la soumission, donc soumettre le postulat du formulaire, donc soumettre et publier le formulaire sur le serveur. Donc on va utiliser le submit. Ce submit, on va lui donner une value qui en gros comprend le texte qui va être affiché sur le bouton. Donc là, on va mettre n'importe quoi, ajouter au panier, pour rester dans la thématique.
Donc c'est le texte, vous comprendrez quand on va regarder sur le template. Hein. Vous verrez, vous allez comprendre sur le live à quoi ça fonctionne et à quoi ça sert plutôt. Et on va lui donner ce bouton un ID au cas où on voudrait l'utiliser. Donc je ferme mon élément, pareil, et l'ID je vais l'appeler tout simplement add to cart. Comme ça va me permettre de l'identifier. Donc là, si j'enregistre pour pas perdre ce que j'ai fait, je retourne sur ma boutique, je fais clic droit actualiser, ou un CTRL R, ou un F5, et du coup je vois que j'ai bien un bouton ajouté au panier qui s'est mis ici. Donc si je l'inspecte avec mon élément, avec mon outil, hop, je vois que j'ai bien un formulaire, commenté, Antoine ajoute un bouton, donc formidable. J'ai mon formulaire avec son action, sa classe et sa méthode, et je retrouve mes deux champs d'information data, donc les deux données, que je vais envoyer. Et si on regarde, la petite différence qu'il y a, c'est que dans notre code, on a inséré un champ hidden, qu'on a appelé ID, qui est censé afficher l'idée d'identification de notre produit. Si je regarde dans le code, j'ai bien un champ de type hidden qui s'appelle ID, et là je vois bien que l'idée de mon produit a été rajoutée. Vous voyez l'idée? L'idée de l'idée? Donc, on voit que nos modifications se sont faites. Le seul problème que j'ai ici, c'est que le bouton, première gêne que j'ai, c'est qu'il ne ressemble pas à mon bouton en haut. Donc ça, c'est tout simple, c'est forcé, c'est que j'ai pas spécifié de classe et de feuille de style à mon bouton. Donc le style que je vais ajouter, ça va être le même que celui de mon bouton. Donc si vous avez un style spécifique par rapport à votre template, tout simplement, vous prenez votre outil, vous identifiez votre bouton, et vous regardez la classe qui est utilisée. Hop, donc je vais reprendre la classe entière, donc bouton, product form card submit, je sélectionne, je copie, et je vais l'utiliser en classe sur mon bouton. Donc je recrée un nouvel attribut, classe, bouton product form card submit, et j'enregistre. Et là, si je fais mon F5 ou mon clic droit actualisé, je remets ma page à jour, voilà. Je vois que mon bouton est du même type que le premier, et il a repris la feuille de style, donc le design, si vous préférez, de mes boutons Add to Cart. Donc là, en plus, on voit qu'il y a toutes les interactions de cette feuille de style sont fonctionnelles. En l'occurrence, les survols, vous voyez que là, ça fonctionne très très bien, et on a un bouton qui est facilement identifiable. C'est hyper important, quand vous travaillez sur votre boutique, de garder une homogénéité des informations et des visuels et du design de votre site. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, si à un moment vous avez les boutons bleus pour ajouter au panier, et puis qu'à un moment ils sont verts, un moment rouge, un moment jaune, vous allez juste rendre fou vos utilisateurs. Imaginez, vous êtes en train de lire un bouquin, et chaque mot a une couleur différente. Votre cerveau, il va saturer, et vous allez péter les plombs. Là, c'est le même délire, c'est qu'en web marketing, garder une homogénéité. Donc là, on va souvent, et voire tout le temps, utiliser les mêmes formes, les mêmes designs pour les boutons. Donc l'homogénéité, elle est vraiment importante. Donc là, globalement, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer un formulaire, on a rajouté les valeurs qu'on veut envoyer à la boutique, et on vient d'envoyer et de rajouter un bouton. Alors pour ceux qui seraient un petit peu stress ou un petit peu pas perdu, mais un petit peu agressé par le code, pas de panique, vous avez juste à copier-coller ce que je suis en train de faire et à refaire exactement la même chose, et surtout c'est que dans la description de la vidéo, je vous remettrai le code que vous pourrez copier-coller. Je vous recommande évidemment, bien sûr, de taper vous-même le code, parce que c'est beaucoup plus simple, on apprend plus facilement en faisant les choses qu'en les regardant faire. Donc là, en l'occurrence, vous aurez le code dans la description de la vidéo que vous pourrez copier-coller, vous savez comment identifier l'endroit et trouver un endroit où vous voulez placer votre bouton, donc vous n'aurez plus qu'à copier-coller le code. Mais je vous conseille quand même de le faire vous-même. Sachez que en le faisant, les premières fois c'est toujours compliqué, ça paraît toujours très compliqué ou dur à comprendre, mais forcément plus vous allez le faire, plus vous allez maîtriser. Je me souviens d'une personne japonaise qui m'avait appris ça d'ailleurs. Pour maîtriser un geste, il faut l'exécuter 10 000 fois. Donc pour le comprendre, il faut le faire 1000 fois, pour le maîtriser, il faut le faire 10 000 fois. Donc là, évidemment, vous n'aurez pas besoin de faire 10 000 boutons, mais globalement, l'idée derrière ça, c'est qu'en faisant, il y a un dicton français, je crois, qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc là, c'est tout ce qui est, toute notre chaîne YouTube et tous nos tutos et tout ça sont basés sur ce concept-là. C'est que paniquez pas.
En faisant, vous apprenez. Donc même si vous ratez, même si vous faites des erreurs, c'est pas grave. À force de faire, vous comprenez. Vous apprenez les erreurs, venez en discuter avec nous. Et à force de faire, vous apprenez et vous allez bientôt, très vite, commencer à maîtriser beaucoup de choses. Et vous allez voir, au début, ça peut paraître complexe, ça peut paraître un peu stressant ou un peu compliqué, mais tout se met en place comme les pièces d'un puzzle. Un puzzle, vous savez, les pièces, quand vous les mettez en place, c'est pas parce que vous avez mis 5 pièces, là on est à l'épisode 5, je crois, de mémoire, c'est pas parce que vous avez mis 5 pièces du puzzle que vous voyez toute l'image. Là, c'est la même chose. C'est pas avec 5 épisodes que vous allez venir pouvoir dire que vous maîtrisez votre code. C'est évident. On vous prend pas pour des cons, vous l'avez dit dès le début, mais par contre, à force de rajouter des pièces au puzzle, on finit par compléter le puzzle et par découvrir l'entier et maîtriser l'entier de l'information du puzzle. Donc là, on a ajouté notre formulaire et nos boutons. On peut ensuite rajouter des petits éléments comme des variantes ou des quantités ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a ajouté ? Oui. Bon, déjà, on va effectuer des petites vérifications simples. Donc là, par exemple, on va vérifier que le produit est disponible. Si le produit n'est pas disponible, à quoi ça sert d'avoir un bouton ajouter au panier ? À rien du tout. Donc là, typiquement, on va se servir du code qui est fourni et natif de Shopify pour aller vérifier si le produit est disponible. Donc là, pareil, je vais ajouter une petite balise de code, comme on l'a fait pour récupérer la variante. L'idée, pardon, on a récupéré l'idée. On va aller vérifier que le produit est bien en stock. Donc là, pour ce faire, on change un petit peu l'affichage et le fonctionnement du code. Là, on rajoute donc une ouverture d'accolade, un sigle pourcentage pour ouvrir, et pour fermer, on fait l'inverse. Donc, pourcentage en premier, et ensuite on ferme l'accolade. Et à l'intérieur, on va faire une vérification. Donc ça, c'est pareil. Je vous explique pas comment ça fonctionne, ni pourquoi. C'est du tuto sur le Ruby ou sur le langage de Shopify. C'est plus tard. C'est beaucoup plus tard. Là, je vous le donne parce que c'est important de faire les choses correctement et d'apprendre à les faire correctement et que je vous donne pas que la moitié du code. Aujourd'hui, le tuto, c'était d'ajouter un bouton, ajouter au panier. On le fait pas à moitié, donc on fait les vérifications. Mais je vous demande pas de le comprendre. Vous aurez juste à copier-coller. Ça, vous le comprendrez plus tard, donc pas de panique. Donc là, je vous explique juste en le faisant pourquoi je le fais et ce que ça veut dire, mais ne vous mettez pas bille en tête qu'il faut que vous maîtrisiez ça. Donc en gros, je vais faire un if, donc c'est une condition. If en anglais, ça veut dire si product, donc c'est l'information du produit. On a vu qu'on pouvait récupérer l'information description, on a vu qu'on pouvait récupérer l'idée, on a vu qu'on pouvait récupérer pas mal de choses. Donc si product available, qui veut dire en anglais disponible, donc si produit est disponible, on va afficher notre code, donc tout ce code-là qu'on vient de créer. Je vais traiter ma condition. Pareil, pourcentage. Sinon, donc else en anglais qui veut dire ou bien ou sinon, je vais faire ici quelque chose d'autre et je vais fermer ma condition. Donc, hop. Encore une fois, je suis désolé parce que ça paraît peut-être bête de ne pas vous expliquer en profondeur, mais parce que je veux pas que vous saturiez du code. Tout ça, on va le voir et on le verra dans les épisodes qui suivront. L'objectif d'aujourd'hui, c'était ajouter un bouton et de comprendre ce que c'est que le formulaire et mettre en place ce qu'on a déjà vu. Je vais pas vous faire mettre en place et vous expliquer des choses qu'on n'a pas encore vues, ça va juste vous faire paniquer. Donc là, je finis ma condition, end if, donc fin du if, en gros. Donc là, pour vous expliquer, je lui dis, si le produit est bien disponible, affiche mon formulaire. Je vais faire une condition qui est suivie d'une condition sinon, d'un sine qua non, else, donc ça veut dire sinon, c'est-à-dire si le produit n'est pas disponible, affiche-moi autre chose. Donc là, en l'occurrence, je vais lui dire, affiche-moi un bloc, donc une div, avec qu'est-ce que je pourrais mettre, je vais mettre une div toute simple que je vais fermer puisqu'on est dans un container où je vais dire produit ce produit, voilà, on va faire ce produit n'est plus disponible, tout simplement, pour que ce soit
le plus clair possible. Donc là, je refais mon indentation pour que mon code soit propre. Donc je veux que les textes et les balises et tout soient bien alignés de façon à ce que tout soit au même niveau. L'ouverture de mon formulaire doit être au même niveau que la fermeture. Donc tout ce qui est à l'intérieur, je vais le décaler pour que ce soit plus facilement repérable visuellement. Donc là, j'ai une ouverture de conditions. Donc ça, je vais décaler tout le reste. Donc tout mon formulaire, pour le décaler, je sélectionne tout et j'appuie sur la touche tabulation. La touche tabulation, c'est la touche avec les deux flèches qui vont dans des sens opposés, juste à côté de la touche A. Donc hop, ça me permet de décaler d'une tabulation tout le texte. Et pareil ici, je l'ai fait. Ce qui fait que tout simplement, visuellement, c'est beaucoup plus facile de lire l'ouverture de ma condition if, le sine qua non et la fermeture. Et ce qui se passe dedans, je le vois puisque c'est décalé. Donc pareil, j'ai mon formulaire, ouverture, fermeture, et ce qui se passe dedans, je l'ai décalé. Donc vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'indentation, c'est le fait de bien classer et de bien ranger son code pour que quand on le relise, ce soit beaucoup plus facile. Donc je vais sauvegarder. Et du coup, là, l'action dit que si mon produit donc, est disponible, ça affiche mon formulaire. Sinon, ça affiche une petite diff qui dit désolé, ce produit n'est plus disponible. Enfin, ce produit, je vais même d'ailleurs le désolé. Soyons polis avec nos clients. Désolé, ce produit n'est plus disponible. Et j'enregistre. Donc là, déjà, on a fait une première vérification qui est hyper importante, qui consiste en l'état de vérifier qu'au moins mon produit soit disponible avant d'afficher un bouton. Donc là, vous voyez, on va un petit peu plus loin que le simple ajout au bouton. On va dans les vérifications. Donc là, mon bouton, il est bien placé au bon endroit. Et on va vérifier qu'il soit fonctionnel. Donc normalement, si je clique dessus, ça va me rajouter mon beau petit bonnet pour Raymond au panier. Donc là, je clique, et voilà, on voit que ça fonctionne. Donc mon produit, beau chapeau pour Raymond, a été ajouté en quantité 1 par la variante par défaut. Et du coup, on peut le supprimer, et on peut retourner dans notre page produit. Donc là, hop, on a un bouton qui est fonctionnel. Admettons maintenant, on va faire un petit bonus dans cet épisode, admettons qu'on veuille rester sur la page produit et continuer à faire en sorte que les gens continuent leur shopping. Donc par exemple, je vais faire une modification de mon bouton, donc mon submit, je vais faire ajouter au panier et continuer mes achats. Bon, c'est un peu gros, et c'est pour que vous puissiez le comprendre plus facilement. Comme il fait 100%, plus ça risque de passer. Voilà, c'est parfait. Donc ajouter au panier, continue mes achats. Donc par contre là, je veux pas que le produit soit ajouté et que j'aille au panier. Je veux rester dans ma page produit. Donc tout simplement, je retourne dans ma page produit. Là, je vais rajouter un autre champ, donc un autre input de type hidden, donc un autre champ caché avec la valeur qui lui dit en gros retourne en arrière. Ça veut dire que il va publier mon formulaire en cliquant sur le bouton submit, et dans les valeurs du formulaire, il y a une indication qui lui dit ok, mais retourne en arrière. Donc quand tu l'as exécuté, retourne en arrière. Donc type hidden, on va lui donner un nom, le nom return back ou to, return to, voilà, et la valeur. Je ferme mon bouton, la valeur, on va lui donner la notion de back, qui veut dire en anglais arrière. Donc là, j'ai enregistré, CTRL S, je fais mon petit rafraîchissement, CTRL R ou F5, j'ai mon bouton, et quand je clique, voilà, ça m'a reloadé ma page, donc je suis retourné en arrière. Par contre au panier, on voit qu'il m'a fait un ajout. Bam! Vous venez d'apprendre à créer un bouton qui fait que votre panier s'est activé, mais que vous restez dans la page de shopping. Et donc vous êtes en train de continuer à faire vos achats. Je vais fermer l'inspecteur pour qu'on le voit bien. Si je retourne dans mon panier, j'ai bien mon produit. Donc on va le refaire, je supprime, donc mon panier est bien vide, vous le voyez. Je retourne sur le produit. Les gens vont pouvoir ajouter au panier et continuer leurs achats. Donc j'ajoute au panier, ça me remet en haut de la page. Je vois bien qu'il a été ajouté. Si je vérifie, il est bien dans mon panier. Et pourtant, je continue mes achats. Donc je peux continuer à me balader et aller acheter d'autres produits.
Donc on peut faire ce genre de choses et on peut évidemment ajouter d'autres éléments, des images, du texte, des blocs de texte ou des informations à cette modification-là. Donc là, on a un épisode qui se complète dont on peut être assez fier, hein, puisque globalement on vient de faire une grosse avancée. On a créé notre premier bout de code avec l'utilisation de beaucoup de choses qu'on a vues, les classes, les balises, les attributs, le formulaire HTML qui est comme un objet HTML. On a appris à faire des commentaires, on a appris à repérer un endroit, à repérer des pages de notre site, à repérer des bouts de code, à identifier des bouts de code par notre caractère, par notre commentaire, pardon. On a appris pas mal de choses et là on vient de les mettre en place. Donc là, vous avez les bonnes bases déjà pour commencer à travailler et évidemment, si vous avez eu des difficultés ou si vous avez des problèmes dans ce tuto, des choses que vous n'avez pas compris ou des choses qui vous manquent, ou si vous avez des idées de choses que vous pourriez faire ou rajouter, surtout n'hésitez pas, vous venez nous voir dans le groupe et vous nous posez vos questions, vous échangez avec nous, on est là pour ça. Évidemment, là je vous invite et je vous demande de nous mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas que les petits pouces bleus et le soutien de ces vidéos, c'est la seule chose qui nous permet de nous diffuser. C'est quand même assez important pour nous de pouvoir faire parler de nous et de pouvoir diffuser nos contenus. Donc le petit pouce bleu, le petit pouce qui va bien, et le petit commentaire si ça vous a plu, ou le petit like, n'hésitez pas à partager également. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et je vous dis à bientôt pour le prochain.